Nous allons accueillir d'ici quelques instants notre grand témoin de cette matinée. Il est le témoignage que le fait d'avoir une mobilité réduite n'empêche pas d'avoir un très beau parcours. Il a été successivement et à différents moments de sa vie à des postes toujours en lien avec le handicap ou la précarité, président de la Halle, du SAMU social, président du Téléthon. Et puis aujourd'hui, et ce qui prouve que peut-être les mentalités ont évolué, son poste est un poste d'entrepreneur, de dirigeant de société qui n'est plus en lien avec le handicap, même si vous aviez commencé votre carrière chez EDF en tant que conseiller handicap auprès du président. Je vous demande d'accueillir une personne bien vivante, Éric Molinier. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je rebondis sur les propos de Monsieur le maire, et je remercie de son accueil, sur la fracture numérique. Alors la fracture numérique existe aussi, même quand on a un iPhone, un iPad et un ordinateur, puisque j'ai tapé mes notes hier soir sur mon ordinateur, je l'ai mis sur mon cloud, et je ne le retrouve pas ce matin sur mon iPad. Voilà, donc ça va être de l'improvisation. J'ai vaguement en tête ce que je devais vous dire, et donc je vais donc, entre guillemets, improviser. J'avais prévu de commencer par un témoignage, celui de ma première maraude, lorsque j'avais été élu président du SAMU social de Paris. J'étais dans les beaux quartiers du 7e arrondissement et je tombe sur une personne sur un trottoir. Il faisait chaud, c'était en été. Cette personne avait un linéaire, comme dans les supermarchés, d'environ 10 mètres de caddies, valises et autres paquets qui l'accompagnait. Il était allongé par terre et j'ai commencé à lui parler. Ce qui m'a frappé, c'est deux choses. La première, c'est qu'il m'a dit « Oui, mais là, je n'ai que mes affaires courantes. L'essentiel de mes affaires est stocké. » Alors, je me dis, s'il a déjà un linéaire de 10 mètres comme affaire courante, qu'est-ce qu'il doit avoir ? Et en fait, il m'a expliqué que les SDF dans Paris stockent leurs affaires sous les ponts, en fait, qui disposent parfois d'anfractuosité, d'emplacement, et qui sert de stockage à des personnes sans abri. Je trouve que ce symbole, je dirais, de placer ses affaires sous un pont qui est un lieu d'échange, de partage, mais en même temps dessous, planqué, à l'abri, et surtout sous cette zone de passage et d'échange, était assez symbolique. Voilà. La deuxième anecdote, c'est que cette personne avec qui j'ai parlé me disait qu'il était compagnon du devoir et menuisier. Et il s'exprimait dans un français remarquable. En discutant avec lui, je me suis aperçu que ce dont il rêvait avant tout, c'était pas d'avoir un toit, un logement, que de pouvoir exploiter ses talents et exercer son métier. Et il me dit, moi je suis prêt à travailler 1 heure, 2 heures, à faire un bricolage, à revenir. Voilà. Il sentait que sa dignité d'être humain, d'être social, passait avant tout par ce lien qu'était le travail, plus que par un toit, où il savait finalement que le SAMU social serait là, ou des associations diverses et variées, pour lui trouver un toit tant bien que mal, lorsqu'il en aurait besoin. Donc voilà, cette double anecdote pour montrer. Et je dirais que ce qui m'avait frappé aussi, c'est que le personnel du SAMU social, qui avait la force d'avoir une vision globale à la fois sanitaire, sociale, humaniste, autour de la personne à la rue, n'avait pas dans ses préoccupations ce rapport au monde du travail, qu'il y avait une sorte de césure et qu'on raisonnait aide sociale, on raisonnait hébergement, santé, bien sûr, c'est un des problèmes majeurs des personnes à la rue, mais la dimension activité, travail, ne figurait pas dans le schéma mental des gens qui venaient. Et je me dis, voilà, là, il y a quelque chose à creuser, il y a un pont à faire entre ce monde de l'aide sociale et ce monde du travail. Alors, je sais que j'avais prévu dans mon papier
revu hier soir 4 points. Le premier, c'était sur le thème un toit, ce n'est pas tout. Le deuxième point, c'était et si on parlait travail. Le troisième point était vers la création de nouvelles solidarités. Et je terminais sur la notion de fragilité. Sur le premier point, un toit, ce n'est pas tout. Je suis arrivé au SAMU social avec comme ministre de tutelle Benoît Apparu, que vous connaissez bien, monsieur Santini, Benoît Apparu, qui avait tenté avec beaucoup de dynamisme de trouver des solutions et de dire voilà, il faut, et le constat était bon, il faut qu'on sorte de cet hébergement dans les hôtels de familles démunies. Pour vous donner une idée, lorsque je suis arrivé à la tête du SAMU social en 2011, nous étions à peu près à 15 000 nuitées en région parisienne de familles qu'on hébergeait dans des hôtels. Aujourd'hui, on en est à 30 ou 35 000. Donc on voit bien que malheureusement, les choses augmentent dramatiquement. Et Benoît Apparu avait cette intuition qu'il fallait trouver une autre solution, une alternative à ces nuitées d'hôtel qui pouvaient certes correspondre à un besoin de dépannage, mais provisoire. Mais le problème était que malheureusement, les gens restaient à l'hôtel 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, déménageaient quand les hôtels se remplissaient à nouveau. Et donc pour des enfants, imaginez l'instabilité d'enfants qui ne pouvaient pas aller dans un lycée, dans un collège, puisqu'on les déménageait d'un quartier à l'autre de Paris, en plein milieu d'une année scolaire. Et on crée finalement, avec ce système d'hôtel, de la surprécarité. Si on continue comme ça, on verra bientôt des enfants à la rue, comme à Bogota, parce qu'ils n'auront pas pu aller à l'école. Donc son idée, son intuition, c'était qu'il fallait faire autre chose. Et à ce moment-là, aux États-Unis, il y avait une doctrine qui s'appelle le logement d'abord, qui avait testé l'implantation comme ça radicale de SDF ou de personnes à la rue dans des habitations. Voilà. Le bilan a été un peu difficile parce qu'on voit que quand il n'y a pas d'accompagnement, quand il n'y a pas, je dirais, ce qui va autour, là où je dis un toit, ce n'est pas tout, eh bien c'est parfois des échecs encore plus criants, avec des gens qui se retrouvent sans aucun lien social dans une pièce, avec certes un toit, mais sans couper du monde, encore plus qu'avant. Et je me souviens de discussions avec certaines personnes à la rue qui m'expliquaient que finalement, leur maison, leur domicile, c'était ce mètre carré ou ces 2 mètres carrés de trottoir qu'ils avaient identifié, qui était le leur. D'ailleurs, ils ne veulent pas le quitter parfois la nuit pour être hébergés, de peur de ne pas retrouver cette portion qui pourrait être piquée par un collègue le lendemain matin, parce que c'est une zone de chalandage, c'est une zone où on voit des gens passer, qui vous donnent un peu d'argent, qui vous donnent un peu de pain, etc. Donc, finalement, on se retrouvait parfois avec des SDF qui, après cette expérience malheureuse de quelques jours dans un appartement coupé du monde, eh bien, partaient encore plus loin des réseaux sociaux et finalement s'éloigner davantage encore de l'insertion. Donc c'est là où je dis que le toit c'est bien, c'est important. Ne me faites pas dire qu'il n'est pas important d'avoir un lieu de protection, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Voilà. J'ai en tête aussi, je dirais, tout ce que j'ai connu à la HALD, quand j'étais président de la HALD, avec les problèmes liés aux gens du voyage. Et je dirais que quand on parle de toit, il faut aussi penser à un toit mobile. Le toit n'est pas forcément un lieu fixe, d'abord pour ces gens-là, et quand on pense aussi à toutes ces tablettes et ces outils qui nous permettent de communiquer d'un endroit à l'autre, on voit bien aussi, par le développement du télétravail, notamment, qui est inéluctable, que probablement le toit, l'habitation est quelque chose qui sera peut-être amené à évoluer, à être plus mobile qu'un lieu fixe, je dirais, dans lequel on pourra se raciner. Donc c'est vrai que ça pose des questions même philosophiques, sociologiques, humaines, sur cette notion de logement.
Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la partie le toit, le logement, l'hébergement. Alors, petit aparté quand même sur le travail, parce que cette interpellation de ce personne à la rue m'avait quand même assez marqué. Et j'avais vu, et je tiens à vous le signaler, une expérience intéressante dans la région de Bordeaux, où une association offrait des travaux d'intérêt généraux, où on exploitait les talents des personnes, menuisiers, maçons, 2 heures par-ci, 3 heures par-là, payés en liquide. Hein, voilà, donc ça veut dire qu'on peut trouver des solutions, mais il faut déroger à certaines règles. Il faut accepter des expérimentations qui, en termes de charges sociales, de déclaration, etc., ne sont pas forcément dans les clous, mais permettent à des gens, petit à petit, de faire 1 heure par-ci, 2 heures par-là, de revenir, etc., de s'adapter et de retrouver un lien social qui me semble important. Alors, sur le 3e point, qui était les nouvelles solidarités. Là, je vais faire référence à ma première fonction associative, qui était de président du Téléthon, et je suis arrivé à un moment, avec le premier Téléthon en 1987, où on avait expérimenté des logements dans la ville, à un moment où beaucoup de foyers pour personnes handicapées se trouvaient dans des lieux certes très jolis, parfois des châteaux hérités de donations de lait. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui doivent vous parler aux uns ou aux autres, mais finalement assez excentrés et loin de toute possibilité de vie sociale. Et on avait à l'époque créé à l'AFM un projet expérimental qu'on appelait Guet-Argent avec l'office HLM d'Angers, où sur 57 logements sociaux, on en avait préempté et loué une dizaine pour permettre à des jeunes qui voulaient ne plus vivre dans le foyer de Saint-Georges-sur-Loire, tout près de d'Angers, mais vivre en ville, dans des appartements indépendants. Et on avait mis en place un système, avec l'accord de l'assurance maladie, de mutualisation d'une infirmière ou d'un infirmier présent 24 heures sur 24 et d'une assistante sociale qui venait créer du lien. Parce que là aussi, c'est vrai que les résultats, en tant qu'expérimentation, on devait suivre ça de très près. Il y avait des gens à qui ça plaisait bien, d'autres qui se retrouvaient dans des appartements sans la vie sociale d'un foyer, qui certes, s'il était à la campagne, permettait au moins d'avoir une vie sociale avec d'autres collègues du même foyer. Alors, quand je parle de créer ces nouvelles solidarités, on voit bien qu'il existe aujourd'hui tout un tas d'expérimentations. La Fondation pour le logement social est là pour nous montrer des choses qui peuvent marcher. Je pense aussi à l'Association pour l'amitié, l'APA, qui existe et qui a mis en place des logements où des jeunes professionnels, parfois avec leur famille, et j'en connais, vivent dans des grands appartements. J'en connais un, rue de Vaugirard, un ancien couvent de religieuses, avec des SDF qui vivent et avec lesquels ils partagent une cuisine commune, un repas minimum par semaine ensemble, etc. Et où des choses se passent assez fortes entre les uns et les autres. Donc on voit bien qu'il existe aujourd'hui des tas d'expérimentations sur lesquelles on peut capitaliser. Je me souviens aussi, lorsque j'avais fait un rapport sur l'hôpital public, en son temps, pour le Conseil économique et social, avoir eu des expériences intéressantes pour des personnes âgées qui vivent dans des EHPAD, dans des sortes d'EHPAD insérés dans des immeubles, notamment en Belgique, et qui permettaient des accompagnements d'enfants logés dans des familles qui étaient dans d'autres étages, avec tout un tas de transmission des savoirs et des connaissances par des personnes âgées qui, bien qu'elles soient dépendantes, étaient tout à fait en capacité de transmettre leurs connaissances, leur savoir-être et leur savoir-faire. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il existe tout un tas d'expérimentations pour inventer quelque chose de nouveau, pour compenser aussi le fait que l'État ne peut pas tout faire et n'a plus les moyens de tout faire. Et d'ailleurs, doit-il forcément tout faire ? Pas forcément. Je crois que le monde associatif est là pour montrer aussi qu'on peut avoir de bonnes idées. Mais cela passe aussi par
la redéfinition de certaines définitions en matière de logement. Je me rappelle en avoir parlé avec un de mes amis architectes, Patrick Bouchin, qui m'expliquait qu'aujourd'hui, le problème était que dans les logements sociaux, alors c'était il y a quelques années, il y a 5-6 ans, les choses ont peut-être évolué, on était encore avec des schémas architecturaux dans les appartements liés à d'autres époques, avec des normes de différenciation de pièces, de séparation, WC, salle de bain, etc., qui multipliaient les couloirs, les séparations et donc le manque de fluidité et de mobilité. Or, aujourd'hui, avec, je dirais, l'évolution, la communication liée à Internet, le fait que les gens aiment bien se parler, se voir, il faudrait repenser le logement social, plutôt sous forme peut-être de loft aménageable avec des circulations, des trajets, etc., ce qui permettrait par là même, je dirais, d'avoir une meilleure circulation pour les personnes en situation de handicap. Et quand je parle de handicap, ce n'est pas que le handicap physique. Des amis sourds m'expliquaient qu'un appartement sans cloison permettrait à des gens sourds de se parler d'un bout à l'autre de l'appartement en se faisant du langage des signes. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être à redéfinir quelque chose autour de la conception même à l'intérieur des logements sociaux et des normes qui existent et qui, je crois, n'ont pas évolué depuis 1946 ou 1947. Donc, les modes de vie changent. Il faut aussi que les règles d'architecture, d'urbanisme puissent s'adapter à ces nouvelles donnes, familles recomposées, etc. Et quelque part, j'ai envie de dire que finalement, le handicap pourrait être une bonne école d'architecture, comme il est, d'après moi, et ça c'est mon expérience professionnelle qui parle, une école du management. Je dis souvent qu'un professionnel, un manager, un chef d'équipe qui saura gérer son collaborateur handicapé dans ce qu'il a de singulier, dans sa différence, dans ses capacités à faire, même quand il n'y a pas eu de reconnaissance par un diplôme, parce que l'accès à l'enseignement, notamment l'enseignement supérieur, reste assez compliqué pour des personnes en situation de handicap. Et donc, avec la professionnalisation, permettre à des managers de savoir accompagner les jeunes handicapés pour les faire évoluer et les faire accéder à une carrière comme tout le monde. Voilà. Et donc, le manager qui saura faire ça avec un collaborateur handicapé sera, a fortiori, aussi bien le faire avec tout autre collaborateur, handicapé ou soit. C'est en cela que je dis que le handicap est une école de management. Et je pense aussi qu'en matière d'architecture, vous mettriez, pour concevoir un nouveau plan d'architecture, des personnes de situations différentes, alors handicap ou exclusion, pour aider à concevoir l'intérieur d'un appartement, je pense que ce serait un bénéfice d'usage et ça ferait des appartements beaucoup plus agréables pour tout le monde, qu'on soit handicapé ou pas. Voilà pour le petit clin d'œil, mais ça j'en suis vraiment convaincu. Donc voilà, donc finalement, pour terminer, je serais peut-être prêt à répondre à vos questions si on a encore un petit peu de temps. Je dirais que, pour revenir à mon expérience personnelle, la dépendance qui est la mienne pour les actes de la vie quotidienne m'a fait découvrir l'interdépendance que finalement nous avons tous les uns avec les autres et vis-à-vis des autres. Et finalement, quand on parle de fragilité, je me demande qui est parfois le plus fragile entre celui qui semble fragile par un handicap, une différence, une exclusion sociale ou physique ou intellectuelle d'une personne dite valide. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a des moments de fragilité, on a des situations de fragilité, qu'il est rare qu'on soit tous en situation de fragilité au même moment quand on discute ou quand on est en relation avec quelqu'un, et que finalement, c'est un échange qui fait que cette fragilité est une porte d'entrée pour le dialogue et la vie sociale. Voilà ce que je voulais vous dire, peut-être
rapidement avec ce témoignage. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je crois avoir été à peu près fidèle au papier que j'avais écrit hier soir. En tout cas, j'en suis persuadé. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Molinier. Alors, écoutez, une personne s'est levée et je vais lui tendre le micro. Monsieur le ministre, j'ai été très sensible. C'est bon ? Je voudrais d'abord m'adresser à Monsieur le ministre. Voilà. Je voudrais bien d'abord m'adresser à Monsieur le ministre et lui dire que j'ai été très sensible aux propos qu'il a tenus et que je vais acheter ces imbéciles qui nous gouvernent. Voilà, Monsieur le ministre. Monsieur, j'ai été pendant 42 ans magistrat. J'ai notamment exercé dans le Val d'Oise. J'ai eu un préfet extraordinaire et j'ai eu un sous-préfet extraordinaire à Sarcelles. Et avec ce sous-préfet, j'ai visité les camps de Rome et j'ai pu obtenir que les enfants de Rome soient scolarisés. Je voudrais dire aussi qu'il y a des... Alors attendez, parce que j'ai pris des notes, excusez-moi, je fais comme vous, mais voilà. J'ai malheureusement vu monter le salafisme dans ce département du Val d'Oise. Mais j'ai vu aussi beaucoup de solidarité entre les diverses communautés. Il y a des communes comme Sarcelles, vous avez 80 nationalités différentes. Je vis à Neuilly-sur-Seine. Ce n'est pas l'endroit le plus défavorisé de France. Je fais mes courses dans les rues où il y a les magasins les plus chers, où c'est indécent. Et je ne peux plus supporter de voir des hommes blancs, âgés, 60 ans, 65 ans, qui sont assis par terre à côté des boutiques où on achète des trucs, c'est incroyable, et qui n'osent même pas tendre la main. Voilà. Eh bien, je vais dire que c'est pour toutes ces raisons que lorsque il m'a été proposé de rencontrer Monsieur le Président Michel Récipon, qui est ici présent, que j'ai eu un entretien avec lui d'1 heure, et qu'il a accepté ma candidature au conseil d'administration de cette belle fondation pour le logement social. Et je dois dire que cet engagement représente pour moi un sens à ma vie. Voilà. Merci, madame. Merci beaucoup, madame, de ce témoignage. Est-ce que je peux réagir ? Là, oui, vous avez dit, madame, quelque chose de très important sur cette... aujourd'hui, les gens à la rue sont très divers. Je veux dire que c'est fini le schéma qu'on peut avoir, entre guillemets, du clochard, 50 ans avec son chien alcoolique. Enfin bon, je caricature, mais c'est malheureusement dans l'esprit des gens, c'est ça. Et aujourd'hui, vous avez raison. Il y a des personnes âgées qu'on retrouve à la rue. Et j'ai beaucoup travaillé quand j'étais à EDF sur la précarité énergétique pour détecter les signaux faibles qui pouvaient conduire les gens à la rue. Et souvent, le premier signal faible, c'est la personne qui ne peut plus payer sa facture de gaz ou d'électricité. Et après, l'enchaînement, c'est le loyer et ça peut être la rue. Et ça, il faut des gens capables d'écouter. Derrière la demande apparente, et je me rappelle une fois le SAMU, le 15, pas le SAMU social, le SAMU médical a été appelé par une dame qui disait qu'elle était malade et qu'elle n'allait pas bien. Le SAMU va chez elle et en discutant, on s'aperçoit qu'elle était plus chauffée et que finalement, derrière le rhume ou la grippe apparente, il y avait un problème social évident qui risquait de l'amener à la rue. Donc effectivement, c'est là où je dis que tout ce qui peut être passerelle pour permettre en prévention d'éviter que les gens tombent à la rue et créer des liens, ce que j'ai eu la chance de faire, puisque étant chez EDF m'occupant de précarité énergétique et en même temps président bénévole du SAMU social, j'avais la chance, entre guillemets, d'être des deux côtés et de voir le fil entre les deux qui pouvait être tendu.
Michel Girard, président de l'UNAFAM. Je vais revenir sur 2 points. Le premier qui est Housing First ou un logement d'abord. Moi, me fait toujours très peur et quand je vois qu'il vient d'être étendu à toute la France, ce qui est fondamental, c'est l'accompagnement. Et en particulier pour nous, handicap psychique, le logement sans accompagnement, c'est souvent un échec. Donc ça, c'est pas assez bien repris parce que trop souvent le logement dépend du ministère du Logement, l'accompagnement du ministère social ou de la Santé, et c'est un imbroglio que nous vivons d'ailleurs dans les Hauts-de-Seine sur des problèmes de résidence accueil. Donc c'est un point important. Le deuxième point, c'est que dans les évolutions qu'il y a maintenant, nous sommes, très soucieux de la fragmentation, effectivement, qui existe beaucoup trop. Il n'y a pas de coordination. Et dans toutes ces prises en charge dont nous avons besoin, c'est une concertation qui est peu encore effective entre les différents acteurs qui tournent autour de la personne. Et nous réclamons beaucoup ce que nous appelons un coordinateur de parcours ou un référent, parce que dans toutes ces fragilités que vous avez balayées, pour beaucoup, c'est à condition qu'il y ait un peu un pilote autour de la personne qui n'est pas forcément en mesure de se prendre complètement en charge, même si c'est avec l'idée de la pousser vers une autonomie la plus grande possible. Merci, monsieur. Je voudrais compléter ce que dit Michel Girard, donc Bruno Voyer de l'UNAFAM également, donc en charge du logement, je dirais. Et lorsque j'ai beaucoup travaillé avec Xavier Emmanueli, qui était le président du SAMU social, j'ai pas mal bossé sur comment former les maraudeurs, en fin de compte. Donc on a fait un film pour la Croix-Rouge, pour Médecins du Monde, Secours 4, etc. On s'apercevait qu'une personne sur 3 à la rue était en souffrance psychique. Pratiquement. D'ailleurs, on retrouve ces mêmes pourcentages en prison. Le plus grand hôpital aujourd'hui, l'hôpital en France pour nos proches, c'est 50 à 60 000 personnes. Bon, c'est pas le... Il y en a beaucoup plus qui sont dans des lieux... voilà. Michel Girard, on se bat pour avoir des résidences accueil, du logement accompagné. Bon, c'est pas du tout évident parce que il y a une vision de l'handicap psychique comme quoi c'est des gens dangereux. C'est faux. Hein. Ils sont beaucoup plus agressés que les autres. Je profite de ce petit entretien très rapide pour remercier notre maire. Parce que si le taux de pauvreté aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux est à 7%, alors que le taux national est à 15%, il faut se le dire entre eux. Donc c'est un taux proche de Neuilly. SRU, la loi SRU, monsieur le maire approche pratiquement des 25%, ce qui n'est pas le cas de Neuilly. Donc chapeau, c'est ce que je lui ai dit. Merci de tout le boulot que vous avez fait pour le logement social. Merci. Si je peux juste réagir, lorsque j'étais au SAMU social, on avait fait une étude. Moi, je connais bien Xavier Emmanueli, qui est devenu un ami. Et voilà, on partage le même goût du whisky. Enfin voilà, on a plein de points en commun. On avait fait une étude sur la santé psychique des personnes à la rue, et le chiffre que vous annoncez est en deçà de la réalité. À minima, on estime à plus de 40% les personnes, mais en même temps, c'est probablement plus, me disaient les médecins du SAMU social, parce qu'en fait, au-delà des problèmes initiaux, alors il faut bien savoir que c'était des problèmes initiaux antérieurs à la rue, mais que la rue aggrave et n'arrange pas les choses, et qu'il est probable qu'après, avec les addictions, drogue, alcool, etc., il y ait des comportements dont on ne sait plus trop très bien s'ils sont dus à des problèmes antérieurs ou s'ils sont dus à des problèmes d'alcool et des choses qui sont venues après. Donc le 40% était vraiment un minimum. On peut penser que plus de la moitié des gens à la rue ont des problèmes psychiques à la base. Et
ce que j'ai connu, ce que j'ai vu est assez significatif, des familles où le fils, les parents ne connaissent pas ces maladies-là, hein. Voilà, ils voient des réactions bizarres de leur fils ou de leur fille, et puis un jour, on leur demande de prendre la porte et de partir, et c'est comme ça que les gens se retrouvent à la rue, aussi bêtement que ça, hein. Voilà, sans parler après des femmes battues et des choses un peu compliquées. Voilà, mais tout à fait d'accord pour se reconnaître cette part importante, hein, de handicap psychique, absolument. Alors, d'autres questions, d'autres réactions, n'hésitez pas. Oui ? Bonjour monsieur, merci pour votre témoignage. Vous avez cité des solutions un peu innovantes. Vous avez cité l'APA, vous avez cité, je crois, Simone Sirène. Voilà, aujourd'hui, dans le monde, on va dire chrétien, bizarrement ou étonnamment, il y a un certain nombre d'initiatives comme ça qui sont lancées à des petites échelles. Ici, hier, s'était réuni un certain nombre de maisons de vie et de partage qui montent des petits projets, voilà, de petite échelle, mais c'est un grand engagement. Pourquoi c'est si difficile de faire comment dire, auprès des pouvoirs publics, auprès de l'administration? Pourquoi cet accueil est si compliqué et mettre en place un projet comme ça demande tant d'énergie alors que c'est des solutions innovantes, c'est très pragmatique, ça répond à des besoins voilà, identifiés. Pourquoi aujourd'hui il faut faire des dossiers si compliqués en France? Enfin voilà. Je vous pose la question, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais voilà. J'ai peut-être moins d'expérience en la matière que Monsieur le Ministre. Hein, je vous laisserai peut-être dire un mot sur le sujet. Non, ce que je vois effectivement, c'est deux choses. La première, j'en reviens au rapport que j'avais fait au Conseil économique et social sur l'hôpital. On avait esquissé l'idée de faire des agences régionales de santé pour remplacer les agences régionales hospitalières. Oui, moi, j'avais prôné pour qu'on ait un droit à l'expérimentation, qu'on dise on fait ça dans une région, on voit comment ça marche, on fait un retour d'expérience, parce que dans le monde de l'entreprise, on fait souvent. On appelle ça des POC, des Proof of Concept, hein, on fait une expérimentation, méthode agile, on regarde ce qui marche pas, on s'adapte au jour le jour, et puis à un moment on dit voilà, on pérennise et on fait comme ça. Voilà. Et on m'avait expliqué que c'était pas possible, qu'en France, pays centralisé, quand on changeait une organisation, il fallait le faire dans toutes les régions et qu'on ne pouvait pas faire ça dans une région et voir après dans les autres. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des rigidités, me semble-t-il, vu de mon expérience, hein, qui sont assez typiquement françaises, avec ce manque de pratique de tout ce qui est expérimentation, tentative et après généralisation. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, mais peut-être que Monsieur le Ministre a des choses plus concrètes à répondre à cette question. Alors, vous voulez répondre ? Je dirais juste un mot pour reprendre ce que disaient Monsieur Molivier et Madame. J'en ai marre qu'on me cite l'exemple de la Belgique. On les prend pour des débiles, ce qui est le cas de tous les États limitrophes de grandes métropoles. Les Canadiens sont les Belges des Américains, et ils se démerdent très bien. Les Belges sont les Belges de la France, où ils se démerdent très bien. J'en ai assez de voir, par exemple, que les enfants schizophrènes de chez nous sont soignés en Belgique aux frais de notre sécurité sociale. Il n'y a aucune raison, sauf une raison psychologique. On n'ose pas franchir le pas. Ça nous coûte une fortune inutile. Mes amis belges m'ont dit, c'est embêtant parce que ça crée des emplois chez nous. Très bien. Ils se débrouillent quand même. Tous les grands acteurs, tous les grands chanteurs sont belges maintenant. Alors vous voyez que c'est l'invasion inverse. Ils n'ont pas su résister aux Allemands, mais ils nous envahissent copieusement. Et c'est pas normal, Monsieur Molinier, qu'on ne réussisse pas à soigner nos enfants dépendants en Belgique avec notre argent. Je n'ai rien contre le fait qu'on nourrisse des Belges, mais ça prouve qu'on n'est vraiment pas dans nos clous. Hein. Il y a monsieur là-bas. J'ai vu que vous vouliez prendre la parole. Merci, monsieur le maire. Alors monsieur Santini, qui était scolarisé depuis, il a 20 ans, depuis 16 ans en Belgique, puisqu'on est à Lille. Et en fait, juste, vous avez dit, c'est une raison psychologique. Il y a aussi une raison objective,
c'est qu'en Belgique, quand un enfant naît différent, il dépend du ministère de l'Éducation. Donc c'est un enfant qu'on va éduquer de type 1, de type 2 ou de type 3. Alors qu'en France, Émeric, quand il est né, il est tout de suite dépendu du ministère de la Santé. Donc il est né malade, handicapé, voilà. Et ça change une chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'affection. Émeric, je me souviens d'une réunion de classe. Ça marche encore. Ça marche, oui. Avec sa maîtresse, on était trois à la réunion de classe. Et à la fin, je lui ai fait la bise parce que je dis, vous avez tout compris, vous êtes un peu sa maman, quoi. Donc voilà, et cette affection, je pense qu'il faut faire rentrer. Alors, est-ce qu'on peut la faire rentrer dans l'hôpital? Je ne sais pas. C'est compliqué parce qu'il y a la juste distance. Voilà. En tout cas, moi, je suis administrateur à l'Arche de Jean Vanier depuis 10 ans. Je suis en train de créer une maison à Lille pour Émeric. Et voilà, un très beau projet. J'y travaille 2 heures par jour depuis 3 ans et ça y est, ça se concrétise. Et en fait, on veut vraiment faire rentrer cette affection. Les personnes vont vivre 24 heures sur 24, en fait. Et pour recréer cette relation d'alliance, cette relation avec la bonne distance pour créer cette affection. Alors, c'est pas facile, mais c'est vrai que les Belges sont très forts pour ça. Merci. Merci beaucoup. J'avais peut-être deux. Merci, monsieur, de votre témoignage, vraiment. Moi, j'avais 2 choses à dire. Sur le premier point, c'est très intéressant, ce que je ne savais pas, c'est que les enfants dépendent de l'éducation. Ça renvoie un peu à ce que je disais entre le monde du handicap et le monde du travail. Je me rappelle, petite anecdote, le conseiller scientifique et médical, qui est un de mes amis à l'époque de Nicolas Sarkozy, professeur Arnold Munich, bien connu, professeur à Necker, qui un jour m'appelle et qui me dit Sarkozy en a ras-le-bol, hein, on lui parle du chômage des handicapés, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, trouve-moi 10 personnes handicapées qui cherchent du boulot, puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire. J'appelle l'APF, la mucoviscidose, l'AFM, aucune association n'a su me dire comment dénicher ou trouver des personnes handicapées qui cherchaient du travail. Donc c'est là que je me suis mesuré combien ce monde associatif était souvent coupé du monde du travail. Vous voyez, c'est un peu la même problématique. Hein. Voilà, on est NAIT handicapé, on dépend de la solidarité nationale et de la santé. Vous dites, non, c'est l'éducation. Et pareil, on est handicapé adulte. Voilà, notre véritable ministère doit être le ministère du Travail et de l'Emploi, et pas celui de la santé ou des affaires sociales. Donc là, il y a vraiment un changement, je pense, de paradigme, de façon de penser qui est tout à fait important. Et puis, le deuxième point que je voulais dire, c'est ce que j'ai connu à la HALD sur, quand vous dites que le professeur est affection, enfin, l'affection, le côté humain de la personne qui avait compris le handicap. C'est vrai que chaque fois qu'on a eu des cas à la HALD de discrimination liée au non-accueil d'enfants handicapés dans des écoles de tout le monde, c'était ce manque de dialogue du corps de l'éducation nationale, pour dire ce qui est, qui refusait que le monde associatif vienne dans l'enceinte de l'école expliquer tout simplement la nature de handicap de tel ou tel enfant pour dédramatiser, accueillir, etc. Avec ce blocage, l'école c'est notre domaine, on sait faire, donc vous n'avez pas à y rentrer. Là, voilà, c'est là aussi un exemple de rigidité qu'il faut casser. Oui, Michel Girard, à nouveau pour l'UNAFAM. Monsieur le ministre, je voudrais ajouter à ce que vous venez d'évoquer les témoignages des familles qui, après avoir vécu des calvaires en France, où leurs enfants sont passés d'un établissement à l'autre, dont ils étaient en finale rejetés, et qui finissent par partir en Belgique. Et au bout de 2 ans, quand vous avez un témoignage qui vous dit « et maintenant, il s'épanouit », vous savez, ça nous pose plus que des questions. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un foyer d'accueil médicalisé est en construction au Mureaux, en partenariat avec le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Quand on m'a demandé « qu'est-ce que vous voulez dans le projet ?», j'ai dit que vous fassiez venir du personnel de Belgique. Hélas, il y a une empathie des personnels de ces établissements
que des tas de réglementations, je pense que ce n'est pas forcément les personnels qui sont en cause, mais que des tas de réglementations rigidifient en France, qui fait que la qualité de la prise en charge n'a rien à voir avec la qualité de la prise en charge belge. Ça, c'est un point. Mais, Monsieur Molinier, je vais prendre la parole du coup sur un autre domaine que vous avez évoqué, par solidarité avec mes collègues d'autres types de handicap, et en particulier l'APF, puisque je siège avec eux dans des enceintes nationales. Vous avez parlé des normes. En ce moment, nous vivons une régression des normes de construction en faveur de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, qui est absolument le détricotage complet de ce qui avait été prévu, alors je dirais depuis 1975-2005. Aujourd'hui, les logements qui doivent être accessibles sont de plus en plus réduits dans un programme, avec des normes où pour les fauteuils roulants, on cherche à mégoter des centimètres alors qu'il faudrait en rajouter. Peux dire que l'APF est absolument scandalisée de la façon dont on est en pleine régression quant à l'accessibilité du bâti, d'habitat bâti. Je vous donne ça à titre d'information parce que vous disiez, je ne sais pas où on en est depuis des années, je peux vous dire qu'en ce moment, ils vivent un calvaire. Il y a eu des concertations de 140 heures pour définir des normes qui ont abouti à exactement l'inverse de ce qu'ils ont demandé pendant 140 heures. C'est absolument scandaleux. Oui, j'avais eu quelques échanges dans nos débats radiophoniques avec Mme Cluzel sur le sujet quand même, parce que je suis quand même ça d'un petit peu près, et la façon dont on mégotait sur un ascenseur des 3 étages, ou non 5 étages, ou 2 étages. Enfin bon, on prenait le problème un petit peu à l'envers. Alors, le scandale, c'est d'avoir repoussé l'échéance de 2015. En 2005, la grande loi du handicap, et je crois qu'on peut rendre hommage au président Jacques Chirac, qui a porté parfois contre l'avis de ses proches cette loi fondatrice de handicap. En particulier pour le handicap psychique. Absolument, absolument, parce que la loi de 2005, pour la première fois, donnait une définition du handicap qui n'était pas que moteur ou auditif ou sensoriel. Absolument. Donc, ça c'est vrai. Donc, pour moi, le scandale, c'est d'avoir repoussé cette échéance. Par manque de dialogue, là aussi, de pragmatisme, je crois qu'on avait affaire à des gens assez extrêmes de part et d'autre, et qu'on a souffert aussi de margoulins, il faut dire ce qui est, et de sociétés qui sont improvisées, expertes en matière de handicap, et qui allaient voir les collectivités locales en leur vendant des diagnostics, etc., à 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Moi, je me rappelle un maire d'une petite commune qui m'a dit « Ah, le handicap, ça coûte cher. J'ai demandé à un cabinet de faire une étude pour faire l'accessibilité de ma mairie. Il m'a demandé 8 000 euros et après 15 000 euros pour faire un plan incliné. » J'ai dit « Attendez, moi, ce plan incliné-là que vous avez, que j'ai dans ma voiture, il coûte 400 euros et vous l'installez et c'est réglé. » Voilà, donc voilà. Et, clairement, il y a eu des gens qui en ont profité, qui ont accrédité l'idée, augmenté l'idée que le handicap, ça coûtait cher. Or, souvent, avec des choses de bon sens, on peut arriver à des choses tout à fait économiques. Voilà. Encore une question, je regarde les organisateurs. Oui, alors on peut. Est-ce qu'il y a d'autres questions, de témoignages? Monsieur le ministre. Je vais être un peu mesquin et populiste, mais Madame Cluzel, elle est élue de Vanves. À côté, on ne peut pas la pressurer un peu? Je ne sais pas, moi. Elle a l'air gentille. Moi, je l'ai vue une fois. Tout le monde me dit qu'elle est très engagée. Là, il y a quand même un vrai problème. Monsieur Attal est secrétaire d'État auprès de l'Éducation nationale. Comme il veut qu'on s'entende, je vais peut-être lui dire de transférer le dossier handicap, comme l'a dit monsieur, de la santé à l'Éducation nationale. Il s'occupe du service civil, c'est bien, ça concerne peu de gens, mais là, ce serait peut-être une grande révolution. Ah oui. La loi porterait son nom. Ah oui. Et ils sont tous les deux devant vous. Ouais. C'est marrant, ça. Donnez-moi des dossiers, moi je vais leur dire. Les élections approchent, mes petits chéris, il faut sauter à la corde. C'est le moment, hein? Absolument.
Alors, d'autres questions? Oui. Alors, attendez, j'ai une dame ici. Bonjour à tous. C'est juste un témoignage. Ma fille qui est ici, que certains ont déjà vu, qui est en fauteuil, eh bien, sachez qu'elle n'est pas reconnue travailleur handicapé. Je pose la question que la mobilité réduite ne nécessite pas forcément l'acquisition du statut, c'est ça? Oui, enfin, j'ai envie de raconter une petite anecdote me concernant. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai eu affaire à un médecin de la Cotorep à l'époque qui avait dit à ma mère non, c'est pas possible, votre fils est un simulateur. Il ne peut pas être myopathe et avoir fait des études supérieures, c'est pas possible. Donc il est simulateur. Voilà, donc j'y avais été quand même avec des copains à la Cotorep, il m'avait vu, il s'était un peu énervé, mais voilà, donc on a quand même affaire parfois à des schémas mentaux un petit peu rigides. Alors, notre remarque, notre question? Non. Bah écoutez, merci beaucoup Éric Molinier de ce temps d'échange et de partage avec vous autour de cette question du handicap qui vous est si chère. Eh bien, est arrivée l'heure du brunch. Donc, nous nous retrouvons d'ici une demi-heure, c'est ça? Sonia est partie, mais je crois que c'est une demi-heure. D'ici une demi-heure pour un temps d'échange et de table ronde pour parler justement de comment construire un projet d'habitat partagé avec différents témoignages, différents éclairages. À tout de suite.